Tu es l'arbre du rêve, déchiré par le vent, tu es ange ou démon, la caresse ou l'épouvante. C'est par ces mots de Jean-Paul Poletti, adapté du conte de Jean-Claude Rogliano, Malconcilio, le berger des morts, que je voulais vous accueillir dans ce nouveau numéro d'Intanto Cultura. Bonsoir, streghe, mazzeri, signador et folles, et vates, et lagramante, et ces créatures surnaturelles peuplent notre univers symbolique et spirituel et témoignent de la richesse de notre imaginaire collectif. Ces mythes et légendes, ces superstitions, ces croyances ont des forces occultes, ont toujours inspiré l'art. Alors quelles en sont leurs représentations? Pour en parler, nous recevons Davia Benedetti. Bonsoir. Vous êtes anthropologue, maître de conférences en langue et culture régionale à l'Université de Corse. Vous avez dirigé avec Fabien Landron cet ouvrage Occhio Malocchio Mal de Oro, mauvais œil et autres pratiques magico-religieuses en Méditerranée. Il s'agit d'un ouvrage collectif sur les représentations du surnaturel en Méditerranée, publié par l'Université de Corse et les éditions Alain Piazzolla. Patrizia Catacega, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes auteure, poétesse, compositrice, chanteuse, actrice aussi, mais vous êtes aussi enseignante en langue et culture corse. Vous avez participé à cet ouvrage en écrivant un article sur les figures du folklore magique, les mythes et les symboles dans la poésie et le chant du riacuiste. Alors, nous citions Malconcilio de Jean-Claude Rogliano. Cette œuvre est plusieurs fois évoquée dans ce livre, ou son adaptation par Cantabubo Lugours. En quoi est-ce qu'elle est si emblématique ? Alors, l'œuvre de Malconcilio a été écrite dans le sillage du riacuiste. Donc, elle est à la fois un conte initiatique, à la fois réaliste et fantastique, qui témoigne d'un lien avec la nature, d'un lien aussi avec des figures du surnaturel, puisqu'on retrouve le matzir, la jeune fille et la belle jeune fille, et puis ce châtaignier qui permet de faire le lien entre le monde sensible, matériel, et le monde suprasensible qu'on ne voit pas. Et comme vous l'avez montré là en début d'émission, il a suscité beaucoup de vocations, puisque ça a été repris donc en chanson, par une belle interprétation de Jean-Paul Poletti, mais aussi en danse par Pietra Gall. On voit aussi sur Internet qu'il y a des projets de séries autour de Malconcilio. Donc c'est vraiment une figure dans ce sillage du riacuiste qui est empreinte de corsitude. C'était un livre culte, Patrizia, quand il est sorti. Tout à fait, c'était un livre culte et d'ailleurs, la chanson l'est devenue aussi. D'ailleurs, on avait participé avec Patrizia, on faisait des chœurs sur Malconcilio à l'époque. Et c'est vrai que, et là, on voit aussi l'importance de ces connexions entre les chanteurs et cette littérature, justement, puisqu'il y a eu beaucoup d'interactions entre les chanteurs du riacuiste et les écrivains. Et cette poésie s'est beaucoup inspirée aussi de ces figures-là. Alors, outre les représentations, cet ouvrage propose un état des lieux de nos connaissances sur notre imaginaire collectif, les mythes, les pratiques selon les villages, selon les micro-régions. Il propose une étude comparative avec d'autres cultures de la Méditerranée. On se rend compte à sa lecture de la richesse de ce patrimoine immatériel. Il y a une multitude de créatures et de récits, bien au-delà de l'Auch ou du Matzer. Vous-même, est-ce que vous avez été surprise par la richesse de ces récits fantastiques ? Oui, on est surpris de la richesse de ces récits et surtout les concordance qu'il y a entre ce qu'on peut trouver comme pratique et croyances magico-religieuses en Corse et celle de Méditerranée, notamment en Italie. Et c'est pourquoi Fabien Landron et moi, à la suite d'une discussion, il me parlait d'un livre qu'il avait lu. On s'est dit que d'explorer ce thème et de remettre à jour la connaissance sur ces pratiques-là serait intéressant à aborder d'un point de vue justement pluridisciplinaire et selon diverses pratiques, quoi. Alors cette richesse a beaucoup influencé les arts. Dans le livre, vous en parlez. Vous parlez de toutes les disciplines. Ça va du cinéma au théâtre, en passant même par les séries télé en Italie. Vous êtes aussi danseuse, Davia Benedetti. Est-ce que nos croyances et superstitions peuvent s'incarner dans les corps des danseurs, sur une scène, dans les arts vivants ?
Et on voit que oui, c'est-à-dire que comme de tout temps, les croyances populaires ont eu besoin de s'esthétiser, de trouver une voie par les arts, notamment par la peinture. Et bien à ce jour, comme au moment du Riacuix, tout ça a été le cas surtout avec la chanson, avec la littérature, à ce jour, eh bien on voit que les croyances magico-religieuses restent prégnantes et elles inspirent aussi les arts, notamment la chorégraphie, mais pas que. Hein, il y a aussi le cinéma, les jeux vidéo, entre autres, et toujours la littérature, bien sûr. Alors, intéressons-nous particulièrement à la chanson, comme vous l'avez fait, Patrizia Catacega, dans cet ouvrage. Notre univers symbolique et mystique est très présent dans la chanson, on l'a dit, depuis le Riacuix. On a entendu Cantaburu Gurs en début d'émission. Écoutons d'autres extraits, à commencer par vous. Dicenu chi in certe loghe un ciolà passa di notte, quando i mondi di lercano le spalancheggiano le porte, quando le streghe li mazzeri ne giungono a far raccolte. Mi bareghi la natura e tragarca di parole, le magie di antichi so sicure non so fole, ci sono le forze soprane, il la notte al sole. Scolturato in di l'anello di un sangue, chi gira Petit pot pourri non exhaustif, loin de là. J'ai voulu terminer par un extrait d'un album culte, Rialto, projet de Christophe McDaniel et Doumé Nigougalé, paru en 1978. Un magnifique album de rock progressif, très mystique. Alors, Patrizia Catacega, ses œuvres sont directement issues du Riacuix, on l'a dit. Ce mouvement culturel a largement puisé dans nos croyances et pratiques magico-religieuses, non pas dans une démarche folklorique, mais pour porter un message politique dans des œuvres engagées. Oui, tout à fait. Alors voilà, après, toutes ces figures, toutes ces représentations, ça dépend ce qu'on en fait. Et en fait, je pense qu'elles sont là pour nous aider à aller de l'avant. Et non pour rester justement non, pour faire du musée. Ou, voilà. Et justement, ces figures, elles ont inspiré la création, ces mythes, ces légendes, ces symboles. On les déconstruit, on les reconstruit, et c'est tout l'intérêt justement de cela. Davia le disait. Évidemment, la danse aujourd'hui s'en empare, les jeux vidéo, etc. Et c'est tout l'intérêt. Et la dimension politique, c'est ça. On entendait Creedence des Tiamia Dialès. Vous l'écrivez dans le livre. Oui, c'était paru en 1977. Absolument. Et la métaphore est claire. Oui. Les forces maléfiques. Voilà, il parle des forces maléfiques dont il faut se libérer et qui évidemment symbolisent les ennemis de la communauté du peuple corse. Le Matsero devient le gardien, la métaphore du ribé. L'eau, comme il est devenu aussi la métaphore du poète. Et ce sont des figures dont on a eu besoin et dont on a encore besoin. Le Matsero, où je vais citer quelques mots de Rinatu Gotti, que absolument. vous avez vous-même cité dans l'ouvrage. Cet homme, c'est le rêve pétri de chair et de sang. C'est en quelque sorte l'incarnation de l'inconscient collectif. Son corps, c'est la terre où dorment les ancêtres. Son sang, c'est l'eau des sources d'où jaillit la vie avec la mort. En lui se confondent dans l'infini de l'intérieur, où l'Ogu, la terre, et où Boboulou, le peuple. Voilà, tout est dit. Oui, tout est dit à travers ces mots. Et bien voilà, ce Matsero qui devient emblématique, qui devient justement ce gardien dont on a besoin quand le territoire justement est occupé.
est menacée. Et la culture est menacée de disparition. Alors, Patrizia Catacega, au-delà de l'aspect politique, vous, en tant que poétesse, vous avez beaucoup écrit sur ces sujets-là. Voilà, vous avez beaucoup puisé dans cette tradition orale, dans ces récits, pour écrire vous-même vos textes. En tant que poétesse, pourquoi est-ce que ça vous inspirait tant et ça continue de vous inspirer? Ça m'inspire comme ça inspire beaucoup d'autres artistes, on l'a vu, comme ça inspire la peinture, comme ça inspire la littérature, parce que les mythes, les légendes, ils sont faits pour ça aussi, comme je l'ai dit, pour être déconstruits, reconstruits, pour nous aider à créer. Et je crois que je suis tout à fait dans la démarche du Riaquiste, qui ne se limitait pas justement à la réappropriation de la tradition, mais également à la réinvention. À la réinvention, cette fameuse Indienadur, au-delà de l'Indie-Adour, à l'Indienadur, qui était justement ce projet de société et ce projet de création d'un monde et d'une société qui tient compte à la fois de sa tradition, mais qui va aussi... Et qui puise sa force dans son passé et dans sa tradition. Alors, outre quelques figures masculines, on a parlé du Mazzero. Le magico-religieux, encore, c'est quand même beaucoup une affaire de femmes. On peut citer les streghe, donc ces sorcières qui peuvent jeter le mauvais sort, mais au contraire soigner, et qui volaient... Les légendes disaient qu'elles volaient la nuit. Il y avait les lavandières de nuit, Evade et les fées, les surpadori, je ne connaissais pas. C'était ces femmes vampires qui suçaient le sang de leurs enfants, qui étaient possédés. Est-ce qu'on retrouve aussi dans l'art une surreprésentation de la femme, comme dans ces récits, finalement ? Dans l'art, c'est-à-dire que l'art... Dans les représentations du magico-religieux, est-ce qu'elles sont très présentes, ces femmes aussi ? En tout cas, une surreprésentation, non, compte tenu qu'au départ, c'est la femme... Même si le Mazzero est masculin, c'est un homme. C'est ça, on a l'impression que c'est le Mazzero qui l'emporte en termes de représentation, quantitativement. Mais finalement, non, dans les récits, c'est le plus souvent, c'est la femme qui fait le lien avec l'au-delà et qui fait le lien, qui crée le passage. Et donc, vous parliez de pouvoir politique, elle a ce pouvoir et ce contre-pouvoir par rapport à la religion qui est instituée, d'avoir cette connaissance, notamment la connaissance des plantes, etc. Donc, la femme est très représentée dans les représentations qu'on peut avoir. Je vous propose d'en voir une. C'est un film réalisé en 1988 par Marie-Jeanne Thomas. Il me propose la représentation d'une femme corse des années 80, très ancrée dans sa tradition agro-pastorale, mais avec un désir farouche de modernité et d'émancipation. Ça s'appelle Dolce Vendetta, extrait. Allora siete ultata. Vi daremo gli posi del medo. E beh, non è mica troppo vedo mancudi, eh? C'è quantunque qualcosa che non va mica. Non è mica questione di salute, ma... Metti detto che so due a suo marito. Ma vi vedo anch'eta. Non c'è mica ragione, meredessa. Vi posso precisare che non c'è né malattia né morti. Mi dà piuttosto l'impressione che danava come un colpo a vostro marito, ma nuda di grau, uno scherzo, vedete, ma che sarà senza gravità. E così vedo, e non la sapevo mica. Voilà, magnifique film que je recommande chaudement, visible sur la plateforme de streaming Alindi, avec plein d'autres pépites d'ailleurs de notre patrimoine cinématographique. Alors pour cette représentation d'une femme entre deux cultures, entre deux mondes, Marie-Jeanne Thomas convoque, on l'a vu, le magico-religieux. Son personnage s'en remet à une signadoire, mais c'est elle-même qui réalisera la prophétie et en quelque sorte se transformera en sorcière. Je n'en dis pas plus, je vous laisse découvrir. Davia Benedetti, on le voit là encore, un propos politique, féministe en fait. On convoque le magico-religieux pour porter un propos politique, encore une fois. Oui, alors là, c'est un film de la réalisatrice Marie-Jeanne Thomas, comme vous le dites, qui s'inscrit dans le sillage du Riaquiste pour faire découvrir nos imaginaires traditionnels, mais aussi pour porter
porter une parole féministe. Et cette femme, l'héroïne là qui se fait signer l'autre, elle est empreinte de toute une tradition, elle se fait signer l'autre, mais ce sera elle qui va accomplir la prophétie, sans peut-être dévoiler le film, mais en attendant, elle se transforme en sorcière, celle qui a accompli le fatum, donc la fatalité, et donc par rapport à son avec un son brin mari. d'humour en plus, Oui, on peut le dire. Ouais, avec ce rire qui est avec un brin sardonique, d'humour, ouais. Alors, à travers ces créations et votre ouvrage, j'ai pu découvrir, je le dis avec un peu d'étonnement, que finalement, nous étions une culture plus verticale, plus spirituelle que ce que je pensais. Je nous voyais un peu comme un peuple un peu terre à terre, avec un rapport très utilitariste à la nature, comme c'est souvent le cas des paysans, mais je le reconnais, j'ai découvert une multitude de choses. Est-ce que finalement, peut-être cette image erronée que j'en avais ne vient pas de l'héritage du riz à cuisse, dont on ne retiendrait justement que l'aspect politique, un brin belliqueux, et pas l'aspect poétique et spirituel? Il y a peut-être les deux côtés, mais enfin, le riz à cuisse a quand même promu la poésie. Oui, mais aujourd'hui, on a l'impression qu'on le limite à, au mouvement, à la naissance du régionalisme. Oui, on le limite peut-être à ça, alors que d'ailleurs, le mot lui-même a été inventé par des intellectuels, des écrivains. Davia. Dans l'expression en langue corse, par exemple, je pense notamment à la revue Rigiro, le premier numéro c'était en 1974, il y avait vraiment cette volonté de décrire la nature, de décrire la dimension agropastorale, mais d'un point de vue à la fois rationnel et aussi d'un point de vue magico-religieux, parce que le rapport, c'est vrai qu'en Méditerranée et en Corse, on a vraiment ce rapport immanent à la nature. Mais du coup... Mais on a l'impression que le rapport justement spirituel à la nature, c'est quelque chose qui s'est un peu perdu aussi dans les années 80 et 90, petit à petit. Non. Ouais, non, il existe, je ne suis pas d'accord parce que dans ces années-là, c'était vraiment un grand retour à la nature. Ici aussi. Je parlais des années 90, après en fait. Les années 90 peut-être. Peut-être qu'aujourd'hui, finalement, on retourne vers ça parce qu'il y a la crise écologique et les impératifs. Parce qu'il y a eu aussi, de notre part aussi, la redécouverte de notre montagne à travers les sentiers de randonnée, aussi pour les Corses, la grande randonnée corse, etc. Ce ne sont pas des continentaux qui l'ont redécouverte, la montagne, ce sont des Corses. Donc on s'est réapproprié. Le riz à cuisse, c'est vraiment un grand mouvement de réappropriation de tout. Et dans l'art, vous diriez que le magico-religieux est toujours aussi présent depuis les années 90, 2000. On a l'impression là aussi que les représentations, que les artistes s'emparent moins de ces sujets-là. Je pense qu'ils s'en sont toujours emparés et qu'ils s'en emparent toujours. Après, c'est certain que cette dimension magico-religieuse, vous disiez que peut-être on la voyait moins parce qu'elle apparaît peut-être plus au moment des crises, là où on n'arrive pas à expliquer certains phénomènes. Surtout les personnes qui étaient les gardiens de cette mémoire et qui transmettaient cette tradition orale sont morts. Donc aujourd'hui aussi, peut-être cette mémoire s'était un petit peu effritée. Voilà, c'est pour ça qu'on a des ouvrages comme ça pour nous rappeler que cette mémoire existe et qu'elle est nécessaire aussi à beaucoup de choses. Donc, finalement, c'est l'université qui aujourd'hui s'empare de cette tradition orale pour en faire objet d'études et à la fois et pour la transmettre aussi. C'était aussi un petit peu votre objectif, Davia Oui, Benedetti, c'est-à-dire que l'université l'observe au sein de l'UMR LISA, le laboratoire de recherche d'un point de vue distancié, mais il n'empêche qu'il y a aussi une réappropriation à partir du savoir que nous on collecte par les artistes. Ça crée des vocations. Et je ne crois pas que ce soit moins fervent. Après, c'est certain que pendant quelques années, peut-être en fonction des situations qu'on a connues, notamment le rapport à l'extrémisme, etc. C'est plutôt une Corse chrétienne qui a été montrée, l'histoire d'une Corse chrétienne, mais ça a quand même boosté ces pratiques magico-religieuses qui sont sous-jacentes de toute façon et qui sont empreintes la religion catholique a inculturé ces pratiques-là. Ouais. Dans l'autre, par exemple, il y a le signe de croix, il existe. Bien Donc sûr. Ça booste quand même si c'est le catholicisme, merci. Ça booste. Ouais. Merci à vous. J'ai l'impression que les jeunes ont envie justement de réapprendre ces pratiques, de réapprendre l'autre. La preuve, c'est que c'est un grand succès en librairie et c'est rare pour les ouvrages universitaires. Merci beaucoup à toutes les deux d'avoir accepté notre invitation. Merci aux équipes de France 3 Corse Viasté qui ont permis la réalisation de cette émission Hors les murs. Et merci à l'Hôtel et Gazelle et à Venaco pour son accueil. Tout de suite, c'est le Corsicaser présenté par notre sorcière bien-aimée, Stella Rossi. Bonsoir.